déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Euh, Laurence Beneux, je suis journaliste, voilà. Et ça fait, en ce qui concerne la protection de l'enfance, enfin, et la justice vis-à-vis de la protection de l'enfance, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dessus maintenant. Alors, au niveau du dossier Zandvoort, comment vous en êtes arrivé à travailler sur ça? Bah, Zandvoort, on est tombé dessus un petit peu par hasard, en partant en Belgique avec Serge Garde. Au départ, en fait, au tout départ, moi, au tout départ, j'ai travaillé sur ces sujets, enfin, réellement par hasard. Il y avait une pétition qui circulait dans le travail de ma sœur. Enfin bref, c'était la standardiste de son boulot. Et c'était une histoire, une histoire d'inceste. Enfin, en tout cas, au départ, c'était présenté comme ça, avec ce qui semblait être des dysfonctionnements judiciaires majeurs. Donc, c'était donc très grosse fortune en province, dans le centre de la France, enfin bref. Et donc, il y avait un comité de soutien avec une pétition qui circulait. Et donc, ma sœur se dit, je vais montrer ça à Laurence. Et en fait, donc, je regarde la pétition et je lui dis, ben, ta pétition, je ne veux pas la signer parce que ou c'est ce qui a, enfin, un conflit parental dans ce qu'il y a de plus sordide. Sinon, c'est le scandale judiciaire de la décennie, voire des 50 dernières années. Je pensais que le droit m'a fonctionné à l'époque, enfin, je pensais qu'on protégeait les personnes et notamment les enfants. Donc ça me paraissait invraisemblable ce qui se passait. Je veux dire, tout ce qui se passait, ça n'existe pas. Enfin, le droit était bafoué d'une façon incroyable. Mais comme je suis curieuse, je me suis quand même rapprochée du comité de soutien pour voir, un peu sans trop y croire, mais voilà. Et et en fait, j'ai avalé le dossier, j'ai étudié le dossier, je me suis goinfré tout le dossier. Et je me suis rendu compte que c'était l'alu, quoi. Et que c'était effectivement ce qui aurait dû être un scandale judiciaire incroyable. Bon, et à partir de là, j'ai commencé à dérouler une pelote parce que d'un côté, en fait, les victimes on peut on peut l'habitude qu'on s'intéresse à eux. Et donc, en fait, le mot se s'évite. Donc, en fait, après, il y en a d'autres qui vous contactent. Donc, d'un seul coup, déjà, je me suis rendu compte que ce que je pensais être un phénomène isolé, en fait, ne l'était pas du tout. Enfin, quand je parlais de phénomène isolé, je parlais pas forcément du viol des enfants. Mais je parlais d'un traitement judiciaire qui était complètement défaillant. Ça, je pensais que c'était exceptionnel, que c'était peut-être dû à la nationalité du père, une affaire à la Chabrol avec des espèces de collusions entre notables provinciaux. Enfin, je savais pas trop. Je me suis rendu compte que non, que en fait on était très loin d'être dans l'exceptionnel. Par ailleurs, parce qu'il y avait des histoires de photos et tout ça, j'ai commencé aussi à chercher ce qui se passait sur Internet. J'ai enquêté sur Internet. Alors, il faut voir que bon, Internet en fait s'est développé extrêmement vite. Enfin, on n'en parlait pas tant que ça hein, à l'époque. Ça commençait, mais finalement, voilà, les échanges pédopornographiques. Il y avait eu quelques trucs avant, quelques petites opérations. Il y avait eu une ou deux plus grosses opérations qui venaient d'outre-Atlantique, mais enfin, voilà, on n'en parlait pas tant que ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler une pelote. Et en fait, moi, au départ, bon, c'était même pas l'aspect violence sexuelle sur les enfants, même si bien sûr ça me touchait. Et même si, bon, en plus, il se trouve que j'aime beaucoup les enfants. Mais moi, c'était vraiment la justice. C'était l'aspect judiciaire, c'est-à-dire c'était le fonctionnement de notre justice. Et il me semblait que c'était particulièrement emblématique parce que, déjà, oui, bon, je croyais à la protection des personnes, mais en plus, là, je trouvais qu'on était. Enfin, c'est la protection des plus faibles d'entre nous, quoi. C'est-à-dire que même si, en ce qui concerne les enfants, on met pas les petits plats dans les grands, je me disais, mon Dieu, quand il s'agit d'adultes, qu'est-ce qui se passe? En fait, on protège plutôt mieux les adultes que les enfants. Mais c'est pareil, bon, on apprend, on apprend. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Voilà, j'avais encore plein d'illusions. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit, enfin, je veux dire, on m'aurait raconté ce que je suis aujourd'hui, j'aurais même pas cru. Enfin, faut l'avoir étudié soi-même, faut avoir fait le cheminement pour se rendre compte, parce que ça paraît encore qu'il y a quelque chose, il y a quelques trucs maintenant qui sont un peu plus connus du public, encore que.
Donc ça a commencé comme ça. Et il se trouve que dans l'environnement de ce dossier, donc pour lequel il y avait, cette pétition, il y avait une journaliste de l'Humanité qui avait interviewé la mère. Et donc qui s'est dit, bah, tiens, je vais la présenter à un journaliste de l'Humanité, un autre, qui avait travaillé avant, il y a quelques années auparavant, sur un dossier, donc c'était le dossier Taureau Bravo, donc c'était, voilà, où il y avait déjà des échanges de documents pédophiles, enfin bref, enfin il avait déjà montré son intérêt pour ce sujet-là, et donc elle a organisé un déjeuner, on s'est rencontrés, donc je lui ai dit voilà, ça ne va pas du tout, voilà ce qui se passe, là j'avais déjà quand même beaucoup avancé, moi ça faisait déjà peut-être un an, hein, du coup je m'étais penchée sur la question, quoi. Le nom de votre affaire sur laquelle vous étiez justement quand vous avez rencontré Serge Garde, celle de la pétition dont vous me parlez. Je ne vais pas vous le dire. D'accord. Ça a eu une conclusion judiciaire, il y a eu... non, enfin ça a été épouvantable du début à la fin. On est sur des... On parle de gens, c'est les plus qui sont dans le top 10 des grosses fortunes françaises, mais qui sont aussi qui sont en fait dans les grosses fortunes mondiales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gosse a été enlevé par son père en Suisse, de façon parfaitement, en fait, dès qu'il faisait quelque chose d'illégal, il y avait une décision de justice qui rendait la chose légale. Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, les droits les plus élémentaires, que ce soit de sa mère, de l'enfant, c'était n'importe quoi, ont été complètement bafoués. J'ai écrit d'ailleurs hein, sur cette affaire. Et j'avais écrit notamment dans un article dans Paris Match. Et mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé encore, c'est que donc des années après, parce que le gamin était à l'époque était tout petit quand ça s'était passé. Enfin, il y avait des signes cliniques. Hein. Il avait une fissure anale importante. Il racontait enfin avec des tas de choses avec ses mots d'enfant. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas rien dans le dossier, quoi. C'est pas, ça n'avait pas poussé comme ça dans la tête de la mère. D'ailleurs, comme dans pas mal de cas, au départ, c'est des signalements de médecins. C'est même pas là un parent ou là une mère qui se dit tiens, c'est des professionnels qui disent oh là il y a quelque chose qui va pas. Et donc en fait il y a une comment mince, je cherche le mot, une incrédulité qui tombe et une demande d'enquête, mais qui vire à la catastrophe pour le parent défendeur. Et donc un jour, le gamin avait 15 ans, donc il avait beaucoup grandi, donc je vous dis, donc c'est facile 10 ans plus tard. Hein. Donc il était en voyage avec son père en France. Il a été voir sa mère et il a dit je retourne pas. Et il a pas voulu repartir. Il a pas voulu repartir ensuite. Il a pas voulu repartir avec son père. Et donc il y a eu et là son père a rien pu faire parce que prendre un gamin de 5 ans c'est une chose, un gamin de 15 ans c'en est une autre. Et le juge va commencer à plus hésiter. Il y a quand même après, s'il arrive quelque chose au gamin, un gamin de 15 ans ça peut s'en aller, un gamin de 15 ans ça peut fuguer, un gamin de 15 ans il peut lui arriver des trucs. Enfin voilà, on est déjà plus, on est plus dans un même rapport de force. Enfin c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc voilà en fait comment ça s'est terminé, mais il n'y a pas eu d'issue pénale à ce dossier. Raison pour laquelle d'ailleurs je ne donnerai pas un nom non plus parce que il n'y a pas eu de condamnation. Cette personne demeure présumée innocente. Et vous avez écrit un article dans Paris Match. J'ai écrit un article dans Paris Match où je donnais pas sur l'aspect dysfonctionnant. Dysfonctionnant parce que coupable ou pas, par exemple, pendant un moment, alors que la mère en a pris plein la tête, pendant un moment elle avait été mise en garde à vue, elle a même fait un peu de prison, enfin, dès qu'il y avait la moindre représentation d'enfants, lui il a pu déjà se rendre coupable de non-représentation d'enfants. Même quand elle avait encore un droit de visite et d'hébergement, déménager sans lui donner son adresse, ce qui est réprimé par le code pénal. Il y a eu toute une succession. Après, elle avait l'autorité parentale, il l'emmène en Suisse, il venait en Suisse, il revenait en France, il faisait ce qu'il voulait, il n'a jamais été inquiété de rien.
Pour éviter les ennuis, finalement, on a purement et simplement retiré pendant un moment tout droit de garde de visite à sa mère qui n'a jamais été accusée de maltraitance ni de rien. Hein. En plus, c'est exceptionnel parce qu'on parle d'un enfant qui était extrêmement jeune. Voilà, je veux dire, de toute manière, coupable ou pas, on pouvait quand même décliner la succession ahurissante de dysfonctionnements, d'anomalies judiciaires qu'il y a eu dans ce dossier, la façon dont tous les professionnels qui se sont préoccupés d'essayer de prendre la défense de cet enfant, ou en tout cas d'appeler à un principe de précaution, en fait, qui ont lancé des cris d'alarme, des gens, enfin, je veux dire, des chefs de service de pédopsychiatrie et tout ça, comment ils ont été superbement ignorés. Je vous passe, des fois l'incorrection, je veux dire, l'impolitesse dont ont fait preuve les magistrats vis-à-vis de la mère. Enfin, rien n'allait dans ce dossier. Ils se permettaient tout, quoi. Tout. Je veux dire, je vous dis même, ils se sentaient même pas obligés d'une élémentaire politesse. Enfin, je veux dire, rien n'allait. Du tout. C'était, ça reste un des dossiers où la justice a dysfonctionné de la façon la plus décomplexée. Il peut y avoir de très gros dysfonctionnements, mais on essaie quand même de protéger les apparences. Là, ils n'essayent même pas. Voilà. On fait ce qu'on veut, quoi. Et de fait, voilà. Si on, à l'aune d'une affaire comme celle-là, mais il y en a d'autres, il faut savoir qu'effectivement, il y a un moment où, notamment si on a énormément d'argent, on est quasiment intouchable, y compris pour des choses qui sont extrêmement graves, ou en tout cas des suspicions extrêmement graves. Et même, on va parler des politiques et tout ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des ministres qui sont mis en prison de temps en temps, c'est vrai pour des histoires, bon, et encore, je veux dire, il y a des aménagements de peine, il y a des, voilà, ou pour des histoires de fraude fiscale, enfin, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup quand même, pas beaucoup. Mais à partir d'un certain degré de fortune et de puissance, que ce soit financière ou d'emploi, forcément ils arrosent tout le monde. Ils arrosent toutes les campagnes de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça devient extrêmement difficile. Hein. Le PDG de Renault, il n'a pas eu de bol parce que c'est au Japon. Hein. En France, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait fait ne serait-ce que 15 jours de prison. Voilà. Et là, on parle de crime sur la personne quand même. Et puisque l'enfant, en plus, après, parce qu'au départ, c'était des questions, en fait, il y avait une suspicion d'inceste isolé. Mais en fait, dans des témoignages dont a parlé les enfants, a parlé l'enfant, enfin, certaines choses, certains faits relatés par l'enfant, laissaient quand même présumer, en fait, des choses qui étaient en groupe et qui étaient beaucoup plus graves que ça, qui relevaient pas seulement de l'agression sexuelle, mais des actes de torture et de barbarie, comme j'en ai rencontré dans d'autres dossiers. Voilà, donc voilà pour cette affaire. Si on en revient à Zandvoort, donc il y a cette journaliste France Berlioz, pour pas la citer, qui organise un déjeuner. Je rencontre Serge Garde, on décide de partir ensemble en Belgique. Suite à, il me dit ok, ça m'intéresse, voilà. On rencontre en Belgique des intervenants en fait qui au départ étaient des intervenants qui avaient participé à l'affaire du trou. On nous parle d'une association. On va voir cette association. On revient de Belgique avec différents documents, des informations, notamment un fichier qui a été élaboré par la justice hollandaise. Donc c'est un fichier en fait de portraits. Donc c'est pareil, on en est un petit peu au début de ça, mais c'est pour alimenter des bases de données. C'est-à-dire que ce fichier avait été extrait de documents pédopornographiques qui avaient été saisis chez un pédophile hollandais, Gerrit Ulrich, qui d'ailleurs qui est mort par la suite. Et donc la police hollandaise avait commencé à faire ce travail, là où c'était possible, juste d'isoler les visages des victimes, et d'ailleurs éventuellement des agresseurs aussi, mais il y en a très peu, ils sont prudents. Hein. Il y en a quelques-uns, mais enfin il n'y en a pas beaucoup qui sont assez stupides pour
voilà, pour faire circuler après des documents où on voit leur tête bien claire et bien nette. Mais puis il y avait des montages avec les photos. Mais enfin, en tout cas, ils avaient donc isolé les visages quand c'était possible pour pouvoir nourrir des bases de données, pour que les logiciels de reconnaissance faciale qui commençaient à exister, même s'ils sont beaucoup plus au point maintenant, puissent éventuellement chercher ces enfants. Chercher s'il y avait d'autres documents où ils étaient concernés, voir si on pouvait retrouver les enfants, enfin voilà, pour avancer. Donc on revient avec un fichier où il y avait un peu plus de 450 photos. C'était l'association de de Marcel. Marcel. Exactement. Et on devait avoir en fait seulement... en fait, nous, ce fichier, mis à part le fait... J'étais en Hollande hein, par la suite. Mais là, voilà, on revient de Belgique, donc on passe quelques jours, on passe pas très longtemps en Belgique avec Serge. On revient. On devait recevoir le CD-ROM qui nous permettrait d'authentifier le fichier. C'est bien joli de nous dire que c'est un fichier, que ces photos sont extraites d'un CD-ROM. En fait, il y en avait, après j'en ai eu d'autres, mais qui venaient, parce qu'il y en avait plus que ça dans l'affaire Ulrich, mais qui venaient de l'affaire de Zandvoort, de l'affaire Ulrich, mais il fallait avoir des éléments de comparaison, au moins le CD-ROM, voire quelques photos où on reconnaissait qu'effectivement ces photos avaient bien été, ces photos de visage avaient bien été prises de documents pédopornographiques. Et donc là pour l'instant, tout se fait à l'humanité. Et même moi, je vais à l'humanité. Hein, et puis, mais sauf que ça, le CD-ROM, il n'arrive jamais. Il doit arriver plusieurs fois et le CD-ROM n'arrive pas. Ça m'énerve. Donc, puisqu'il n'arrive pas, je me dis que je vais me débrouiller pour l'obtenir moi-même. Et donc, je me procure le CD-ROM. Et je ne vous dirai pas comment, parce que j'ai promis de ne pas le faire. Enfin, j'ai promis de ne pas le dire. Je l'ai dit à personne, du tout, du tout. Même Serge aujourd'hui ne sait pas comment j'ai eu le CD-ROM. Personne ne sait comment j'ai eu le CD-ROM. Enfin, voilà, j'ai promis. Donc, à partir de là, on peut comparer les photos. Donc, on commence un peu à regarder ce CD-ROM. C'est abominable. C'est, voilà. J'espère que je n'aurai plus jamais à faire ça de ma vie. Je ne sais même pas si j'en serais capable, d'ailleurs, en fait. Parce que pendant un moment, après ma canal, je me suis rendu compte, il y a un moment, même quand il fallait, j'y arrivais plus, quoi. Je veux dire, ma main n'arrivait même pas à me rapprocher de l'ordinateur. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je n'arrivais pas. Mais enfin, bref. Vous les avez gardés ou pas du tout? On nous a demandé de les remettre à la justice, on les a remis à la justice. D'accord, vous n'avez pas une copie de sécurité quelque part? Disons qu'on a pris certaines précautions parce qu'il y a des documents qui se perdent dans les palais de justice. C'est dingue, il y en a plein. Et d'ailleurs, le deuxième que j'avais remis, là c'était après, c'était aux affaires criminelles et aux grâces, ils l'ont perdu. Donc, mais bon, donc voilà, donc enfin toujours. Donc là, il y a l'Humanité, donc publie, il y a une double. Donc ils font un très gros effort éditorial, surtout pour un journal comme ça. Enfin, je veux dire. Et il y a un gros dossier qui sort, qui est repris dans des revues de presse et qui fait rien du tout en fait. Pendant ce temps-là, il y a des victimes qui commencent à, en fait, alors il y a des victimes qui pensent avoir reconnu des enfants. Parce que en fait c'était des photos floutées, mais quand même le visage du fichier hollandais qui était mis comme ça, mais on distingue quand même quelque chose. Et donc je reçois ces gens à l'Humanité. De temps en temps j'appelle Serge. Bon, Serge, lui, il est permanent à l'Humanité, hein, il peut pas passer 6 mois sur un même dossier. Mais donc en fait je reçois les gens. S'il y a quelque chose, j'en parle à Serge. Donc déjà, j'ai amené ce CD-ROM à l'Humanité. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, il y a 3 enfants qui sont reconnus, qu'on voit, et on voit, ouais, si c'est pas eux, c'est des sosies, quoi.
Et puis il y en a où il y a quand même peu de chances que ce soit des sosies, parce que il y en a notamment, par exemple, il y en a notamment un, c'est une fratrie de 5 enfants, donc 5 sosies, la même fratrie, enfin. Et il se trouve, et ce sont des dossiers où il y a des enquêtes judiciaires en cours, c'est-à-dire qu'ils sont venus parce qu'il y avait déjà des plaintes qui étaient déposées pour viol sur ces enfants. Ces enfants parlaient d'agresseurs multiples. Ces enfants, on disait qu'ils avaient été filmés et filmés, photographiés. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour cette affaire-là, parce qu'il y en a dans plusieurs endroits, ça se passe tout, pas tout au même endroit. Cette affaire-là, on n'est pas loin du tout de Chambéry, où a été arrêté pour la dernière fois Jacques Duguay quand il a été condamné à 30 ans de prison. Il y avait de ses photos sur le CD-ROM, et je dis pas c'est lui qui avait pris les gosses, mais enfin, en tout cas, je note la proximité géographique. Et donc, là, on republie, et là, je signe, pour le coup. Parce que je dis à ça, je dis, bon, là, voilà, on co-signe. Sauf que ça fait toujours rien. Enfin, d'un point de vue institutionnel, en fait, il se passe rien, quoi. Enfin, bon. Donc, je file au Figaro. J'avais rencontré Christophe Doré sur un truc qui était une manifestation qui était organisée dans le cadre de l'UNESCO. C'était sur la défense des enfants, enfin bref. Donc, je la fais courte, je vais au Figaro, et le Figaro fait aussi un énorme effort éditorial, puisqu'on va écrire avec Christophe, et le Figaro nous donne 2 jours de suite des titres comme ça, en pleine page, avec une page entière. Bon, En avril 2001, c'est ça? Comment? En avril 2001. Je sais plus si on est en 2000 ou en 2001, je me rappelle plus, enfin dans ces eaux-là. Je crois que c'était 2000, je dirais plutôt 2000. Enfin, c'est en avril en tout cas, ça c'est vrai. Donc 2 jours de suite. Bon, là, c'est plus possible. Alors là, c'est repris, mais là, ça pète de partout. C'est 2 jours de suite, c'est des grosses unes. Enfin, je veux dire, sans préjuger du tout de la qualité de l'humanité, mais je veux dire, d'un point de vue d'impact, le Figaro, c'est pas l'humanité. Donc là, c'est... je veux dire, ça part partout, c'est repris sur toutes les chaînes, tous les JT, tout, partout. Donc là, on peut plus trop l'ignorer, tant et si bien que Elisabeth Guigou, qui est garde des Sceaux à l'époque, doit se fendre d'une déclaration. Donc elle choisit le JT de France 3 pour expliquer que, comme d'habitude, qu'ils vont faire... D'ailleurs, elle avait fait un lapsus qui était marrant, parce qu'elle avait dit « je ne veux pas que rien soit laissé au hasard dans cette affaire ». Et rien n'est vraiment l'hypothèse qui n'a pas été laissée au hasard, quoi. Ils ont dépensé une énergie de dingue pour montrer qu'il n'y avait rien. Mais il n'y avait pas rien, il y avait... À ce moment-là, c'est le premier CD-ROM, donc il y a quand même on est déjà sur... plus de 8000, presque 9000 photos pédopornographiques, où on nous dit, où certes certaines sont anciennes, mais pas toutes. Et de toute façon, anciennes, d'abord, mis à part le fait que, en ce qui concerne en fait des documents, des documents, on peut présumer qu'il y a des recels qui sont en fait des histoires de recels qui sont des délits qui perdurent dans le temps, qui sont constants. C'est un peu comme ils essayent de l'utiliser pour les recels de fraude fiscale. L'acte de photographie, lui, a peut-être été prescrit, mais le document, la circulation du document, en fait, le recel, voilà, le recel continue. Mais bon, mais finalement, c'est d'ailleurs là qu'on voit de toute façon que ces documents sont pas si, même anciens, peuvent présenter un certain intérêt, puisque, en voulant d'ailleurs, je pense, démontrer qu'il n'y avait rien à voir, puisque à ce moment-là, il y a aussi toute une campagne malgré tout pour dire que finalement ce document ne présente aucun intérêt, donc que les documents sont anciens, que les enfants étaient consentants, ce qui est quand même formidable de la part du substitut du parquet des mineurs, bref. Voilà, des tas de choses comme ça. Donc, mis à part le fait qu'il n'y a pas des documents anciens, en allant chercher des documents anciens, ils ont reconnu qu'il y avait des photos de Jacques Duguay, justement. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont été à Chambéry chercher Duguay, qu'au départ, enfin, je peux me tromper, mais la volonté initiale était d'après de communiquer sur Duguay en vous disant, voilà, on a fait notre travail, on a trouvé, il y a des photos, c'est des photos de Jacques Duguay, d'ailleurs on l'a retrouvé, mais comme on vous l'avait dit, c'est des vieilles photos, c'est prescrit, il n'y a plus rien à voir. Sauf que, quand ils arrivent à Chambéry, Jacques Duguay,
il est sous le coup d'une mise en examen, et je pense que l'information judiciaire était même déjà ouverte, sur le viol de 2 enfants. Bah, parce que, bah, en fait, ils arrêtent, enfin, en général, les pédophiles n'arrêtent pas, quoi. Et puis l'impunité est pas très... Donc il avait déjà fait un petit peu de prison, mais tout mis l'un dans l'autre, pas beaucoup. Et vu les peines qui sont prononcées quand elles sont prononcées, une impunité ou une quasi-impunité, bah, c'est pas très dissuasif. Donc en fait, l'affaire de Zandvoort va en fait, alors du coup, on n'en parle plus, mais va en fait être un appui finalement pour des enquêtes judiciaires en ce qui concerne Duguay qui sont en cours. Pour les affaires, pour les enfants qui ont été reconnus sur le CD-ROM et qui ont des affaires judiciaires en cours, en fait, ça ne va pas être utilisé. Alors, d'abord, je reviens, donc Elisabeth Guigou demande, enfin, elle dit, elle fait blablabli, blablabla, et on va faire ce qu'il faut, enfin, comme d'habitude, comme ils font toujours, notamment quand ils ont l'intention de rien faire, parce que sinon ils font au lieu de parler. Et donc, mais elle demande aux gens qui pourraient avoir le CD-ROM dans le journaliste de le remettre ce document à la justice. Bon, moi, je dois dire que je suis un petit peu surprise, parce que, bon, mis à part le fait qu'on n'est pas des auxiliaires de justice, la logique, en fait, dans ces cas-là, la procédure aurait juste voulu qu'on envoie une commission rogatoire internationale en Hollande. Je sais que même dans l'espace Schengen, ça fonctionne pas très bien. Mais enfin, voilà. La procédure, normalement, c'est ça. C'est d'ailleurs la seule façon d'authentifier réellement l'origine de ces photos et tout ça, parce que finalement, bon, voilà, nous on a écrit, on dit que ça vient de là, mais bon, enfin là, il y avait une confiance touchante vis-à-vis du sérieux des journalistes. Elle avait raison, hein, c'est vrai qu'ils venaient de bien Zandvoort, mais enfin voilà. Bref, au lieu de demander des éléments d'enquête à la Hollande, on nous demande. J'appelle Serge, qui me dit, je lui dis, t'as entendu Elisabeth Guigou, ce qu'elle a dit? Il me dit, bah oui, je suis dans le bureau du directeur de l'Humanité avec l'avocat du journal. On a décidé que j'allais donner le CD-ROM au procureur général de Paris. Bon. Je dis ok. Bon, de toute façon, il faut faire les... Voilà, je suis prise un peu de court pour dire la vérité. Mais, bon, de toute façon, visiblement, ils ont l'air décidés. Enfin, voilà. Je ne dis rien. Je dis ok, je dis rien, je laisse faire. Et donc, il va remettre le CD-ROM que j'ai apporté. J'aurais bien aimé consulter, mais bon. Au procureur général de Paris. Et il y a donc en fait, alors ça doit être les fichiers, en tout cas il y a des choses, on invite les gens après qui voudraient consulter le fichier, donc à aller à la Brigade des mineurs de Paris en ce qui concerne, en fait principalement à la Brigade des mineurs de Paris en fait, il y a eu un petit peu en province mais il n'y a vraiment pas grand chose qui a été, en fait tout a été vraiment centralisé. Et alors il s'est passé quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte à Paris, uniquement sur ce CD-ROM. Pour faire je ne sais pas trop quoi finalement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que, alors d'accord, parce que, bon, il y a des gens, alors on invite les gens, effectivement, jusque-là, ça serait logique s'il y avait pas du tout d'enfants qui avaient été reconnus, si après peut-être pour faire du travail ou faire des recoupements avec d'autres enquêtes en cours, enfin j'en sais rien, je ne sais pas trop mais en tout cas, ce qui est étonnant en tout cas, c'est que, donc, pour les enfants qui avaient déjà été reconnus en France, où on voyait que c'était eux, même bon après ils ont dit finalement on a décidé que c'était pas eux, mais enfin je sais même pas comment ils ont fait quoi. Et alors c'est vrai qu'il y avait des photos, il y avait certaines photos, il y avait des montages. Donc ils ont dit par exemple, bah non parce que là c'est un visage de fille, mais il y a un sexe de garçon. Oui mais enfin pardon, mais Photoshop ça existait déjà à l'époque. Et effectivement ils pouvaient faire ça pour, vous voyez, ils rajoutaient c'était un truc, ils allaient rajouter un sexe de garçon sur une fille, mais ça veut rien dire. La question à 100 balles reste quand même, qu'est-ce que la trombinette de cette gamine qu'on reconnaît parfaitement avec son grain de beauté sur la joue, où il y a ses frères et sœurs, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans les fichiers, dans la base de données de Gerrit Ulrich, pédophile, qui faisait du trafic de documents pédopornographiques. Et ça apportait quand même du crédit au témoignage que donnait cette gamine dans les
dans l'enquête en cours. Enfin, cette gamine, et pas que elle d'ailleurs, hein. Et c'était, elle avait aussi sa sœur. Le reste de la fratrie disait rien. En fait, ils auront parlé plus tard parce que pour une autre personne qui sera jugée plus tard. Mais toujours est-il que donc les photos, et puis il y en avait un. Il y avait un petit gars, il y avait un petit garçon dans un autre dossier où là, il n'y avait pas de sexe de fille ou de sexe de garçon. Il y avait juste, il y avait des photos épouvantables où on voyait sa tête. Et c'est pareil, ils ont dit que c'était pas lui. Bon. D'ailleurs, ils ont tous dit que c'était pas eux. Voilà, en gros, ils ont dit que c'était pas eux, mais de toute façon, il y a eu cette rétention à Paris, dans une espèce d'information judiciaire hypertrophiée de ce document, et qui n'est jamais parti en province. C'est-à-dire que les photos qu'on avait remises ne sont pas parties en province, et les carnets d'adresses de Ulrich non plus. Qu'on a aussi donné, d'ailleurs ça c'est moi je les ai donnés directement à la brigade des mineurs de Paris. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Enfin, si, ils ont dit, enfin, en gros, il y avait déjà des trucs qui étaient fuités, ou de d'autres, enfin, moins d'une semaine plus tard, qui disaient que ces carnets d'adresses n'avaient aucun intérêt, que c'était que la boulangère du coin, ou je sais pas quoi. Attends, il y avait des adresses de banques, de comptes bancaires dans tous les coins du monde, et en France, on va remonter, on va éplucher, je ne sais pas combien, enfin plus de, des centaines d'adresses en moins d'une semaine. Enfin, je veux dire, bien sûr. Il y avait des noms aussi. Oui, il y avait des noms. Alors c'est vrai qu'il y avait des boulangers, mais pas que. Il y avait des noms, mais surtout il y avait des banques, il y avait des numéros de compte de banque, il y avait. Est-ce que ces gens-là ont été interrogés? Mais pas du tout. Mais non, je vous dis, enfin, si j'en crois l'information judiciaire à laquelle j'ai eu accès, absolument pas. D'ailleurs, il le mentionne même pas dans la décision de non-lieu qui aura lieu 2 ans plus tard. Et je vous dis, c'était déjà, il y avait peut-être 5 jours après, on apprenait par Libération que ce carnet n'avait aucun intérêt. Donc en fait, ça devait être le parquet ou je sais pas qui avait fiché. Ouais, à l'époque c'était encore Libération. Bah oui, bah oui. Bon, bah, ces derniers temps, c'est différent, Libération quand même. Mais voilà, à ce moment-là, c'est ça. Non, bah, ils ont écrit plusieurs trucs. D'ailleurs, j'ai pas du tout compris, moi, ce qu'a fait. J'ai pas compris ce qu'a fait Libération parce que. Enfin, peu importe. Et parce qu'il y a eu d'autres, même dans des dossiers, enfin, dans des cas particuliers dans ce dossier, ils ont écrit. Bref. Donc est-ce que j'étais. Oui, donc, donc, en fait, en tout cas, les documents ne sont pas donnés aux enquêteurs, par exemple, de province, enfin, aux gens qui enquêtent sur les affaires. Voilà, les affaires particulières où d'un seul coup, on a éventuellement des victimes qui disent, bah vous voyez mon fils, quand il vous dit qu'il était pris en photo, qu'il y avait des caméras, et voilà. Et donc ce qui fait moi en province, il y a des fois, il y avait des situations qui étaient assez ubuesques parce que j'avais été, moi je me rappelle d'une fois, donc c'était, alors, l'avocat, donc j'avais un avocat, et les avocats, ils leur reçoivent des coups de fil. Donc c'était la police qui disait aux avocats, est-ce que vous parlez aux journalistes? Est-ce que vous arrivez à avoir des documents? Parce qu'on n'arrive pas à les avoir, Paris ne nous les donne pas. Et d'ailleurs, après, il le dit, je l'avais interviewé, plus tard je l'ai interviewé pour Canal+, enfin l'affaire n'était pas finie, ou alors c'était le procureur c'était Tonon, enfin voilà, qui me disait, donc, parce que je lui parlais et de l'affaire d'une affaire justement, d'une de ces affaires avec, mais où les enfants avaient été reconnus dessus, et il me disait, mais c'est vous qui vous le dites, mais moi, vous les avez vus les documents, mais moi je les ai pas vus. Enfin, vous voyez, mais les adresses, mais moi je les ai pas vues. Enfin, c'était, voilà, on arrivait à une situation qui était assez ubuesque comme ça. Donc tout ça est resté coincé à Paris, dans cette information judiciaire. Au bout du compte, il y a à peu près 81 personnes qui ont dit avoir reconnu des enfants. Il est évident que sur ces 81 personnes, il y avait des erreurs, où il y avait des gens, où il y avait des gens qui étaient un peu, parce qu'il y en a aussi, hein,
Je veux dire, moi, je me rappelle d'une dame qui était venue me voir en me disant, regardez, c'est mon fils, j'avais son fils. Enfin, je veux dire, c'était ça. On voyait que c'était pas lui du tout. Enfin, c'était, voilà, ça se voyait. C'était même pas la peine. Par contre, les gens que je connais, enfin, qu'après sur lesquels, je veux dire, pour le coup, on voyait que c'était eux. Enfin, je vous dis où c'était un sosie. Un sosie, je veux bien qu'il y en ait un, je veux bien qu'il y en ait deux. Il y a un moment, il faut arrêter la multiplication des sosies, quoi. D'ailleurs, je me rappelle d'une des petites. Qui, elle sortait, donc du coup, elle avait été obligée de monter à Paris pour être interrogée, puisque son dossier qui était en province, mais dès qu'il s'agissait du CD-ROM, c'était saucissonné. Et donc elle était sortie, donc elle avait, elle était, enfin, elle était pas contente, donc je lui à un moment, donc je lui demande, donc je lui dis mais comment tu sais que c'est toi? Puisqu'on lui disait plus ou moins que c'était pas elle, elle me dit mais parce que ça se voit. Voilà, c'est tout. Bon, en plus, il y avait des circonstances, mais voilà, elle le savait, quoi. Il y avait quand même la position de la tête. Comment? Non, mais la photo, au moins la photo, ses frères et sœurs. Puis en plus, oui, c'est une gosse. Même le grain de beauté, il se trouve qu'elle avait un grain de beauté sur la joue. Je veux dire, qui n'avait même pas été effacé sur les photos. Enfin, oui, ça se voyait, effectivement. Elle me dit parce que ça se voit. Et d'ailleurs, après, elle m'avait dit, donc on avait parlé, puis bon, elle m'expliquait que du coup, forcément, qu'elle était très contrariée, enfin, que ça la préoccupait beaucoup, ces photos d'elle qui circulaient ces photos d'elle qui circulaient sur Internet. Et donc, je lui avais dit, oui, en fait, toi, tu voudrais qu'on les enlève toutes. Elle me dit oui. Et oui, je lui dis, voilà, et je lui ai dit, tu sais que ça va être très difficile, en fait, c'est pas possible. C'est quasiment impossible, quoi. Et elle m'avait répondu, je sais que c'est pas possible, alors c'est pour ça, je veux qu'on sache que c'est moi, je veux qu'on sache que je me suis battue. Pardon. Pas de souci. Il y a eu des condamnations pour ce dossier. Mais il n'y a eu que 2 personnes, alors déjà qu'il y en avait beaucoup plus qui avaient été dénoncées. On ne sait pas pourquoi on a refusé d'ailleurs d'inquiéter les autres parce que la gosse, elle avait reconnu leurs photos sur des fichiers. Elle avait été capable d'emmener les policiers au domicile des gens. Elle ne pouvait pas l'inventer qu'ils habitaient là. Enfin, elle les avait emmenés au domicile. Ouais, c'est en France. Et je pense que c'était, et en fait, dans un premier temps, pour eux, il n'y a eu que sa mère qui était accusée d'avoir prostitué ses enfants. Et un ancien prof qui ont été condamnés. Je ne sais pas pourquoi les autres pas, je suppose que c'est parce que 2 ça va, plus ça devient un réseau, et comme ils dépensaient quand même énormément d'énergie pour dire qu'il n'y avait pas de réseau à l'époque, voilà, je suppose que c'est... Mais après, elle a parlé d'autres choses après, en plus il se trouve qu'ils ont vécu des atrocités, ces gosses avaient un courage de dingue, et je veux dire, y compris de la façon dont a été orchestré le déni de justice, tout du début à la fin, c'était complètement dégueulasse. C'est honteux, c'est affreux ce que, y compris le système judiciaire, a fait subir à ces enfants. Après déjà ce qu'ils avaient subi, au regard du courage, après en plus du courage qu'il a fallu, au regard du coup de la destruction que ça peut générer un déni de justice comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Après, on leur collera une amende, parce qu'ils n'ont pas payé leur bus. Hein. Et au regard du manque de protection, du coup dont ils bénéficient après. Parce que là, il faut voir qu'on parle d'une criminalité qui est extrêmement dangereuse. Là, on est dans des cas, attention, je veux dire, les incestes qu'on va appeler isolés sont gravissimes. D'ailleurs, il y a pas mal d'incestes ou de situations familiales qui, en fait, après, amènent à la criminalité organisée, d'autant que, parce que il y a aussi, c'est aussi souvent une personne de la famille qui va les emmener. Donc, l'inceste était extrêmement grave. Mais je veux dire, on est sur une criminalité qui est extrêmement dangereuse pour tout le monde. C'est-à-dire, en soi, le pédocriminel, y compris, qui va simplement s'en prendre à ses enfants, est extrêmement dangereux parce qu'il va détruire ses gosses. Donc, c'est de toute façon un être destructeur. Mais là, on est sur des
on est sur des criminalités organisées qui font des centaines et des milliers de victimes, juste sur une poignée de personnes, qui en général, qui sont d'ailleurs souvent je me suis rendu compte après, au croisement avec d'autres criminalités. C'est-à-dire que quand on est sur la traite humaine, en fait, c'est pas seulement le trafic des enfants. Ça peut être le trafic des femmes, il peut y avoir de la drogue, il y a des armes, on est sur des gens qui sont super dangereux. On parle de gens qui ont tué dans certains cas, qui sont capables de tuer, enfin. Et d'ailleurs, cette gamine dont je vous parle a vécu des tragédies après. Il y en a beaucoup, je connais des familles qui ont été obligées de partir à l'étranger, mais juste pour leur protection. Enfin, bref, c'est ignoble. Et je fume une cigarette. Il y a eu des articles sur l'affaire dont vous me parlez là, de cette fille. J'en parle dans... Alors oui, j'avais écrit... Alors j'ai une page, je pense, plus tard, peut-être. Alors je sais plus, c'était encore en avril ou en mai. J'ai eu une autre page, le Figaro m'a redonné une page pour... voilà, j'ai écrit dans le Figaro sur cette affaire. Et puis dans le livre de la honte. J'ai écrit aussi sur cette affaire dans Paris Match. Et cette affaire fait partie du documentaire qu'on avait fait, auquel j'avais participé pour l'émission de 90 minutes de Canal+. Ouais. On a fait un 40 minutes avec Frédéric Lacroix et Anne Gainsburger. Donc, il s'est appelé La pièce qui accuse. On a une tatouille de prix d'ailleurs pour ce documentaire qui a complètement disparu. Je veux dire, moi je me suis fait voler ma copie. Enfin, j'ai demandé à Fred s'il l'avait, il sait pas non plus où est passée la sienne. Enfin, impossible de foutre la main sur ce truc. Je veux dire, tout circule sur YouTube, mais pas. Enfin, voilà. Et donc, il y a une partie de ce documentaire qui est consacrée à cette affaire. D'ailleurs, ce documentaire, ce magazine, quoi. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que... on voit d'ailleurs notamment le procureur j'ai dit, c'est Tonon, Tonne-les-Bains ou Tonon, enfin bref, qui me dit, bah oui, mais vous les avez vus les documents, mais moi non, quoi. Moi je sais pas, moi j'arrive pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur Elisabeth Guigou, quand est-ce qu'on a appris qu'en réalité la chancellerie avait déjà le CD-ROM? Alors ça, je l'ai appris, c'était en mai ou juin. J'ai écrit dessus, d'ailleurs, j'ai écrit un article dans le Figaro qui s'appelait « La justice savait ». En même temps, j'étais déjà en relation avec Canal+, et il se trouve que l'émission de 90 minutes faisait aussi de temps en temps des reportages qui étaient plus courts pour le JT de Canal qui à l'époque était animé par Carl Zéro. Et donc je leur en avais parlé en leur demandant d'attendre que l'article soit publié dans le Figaro. Et le même jour, ils avaient fait un reportage sur Canal. Donc c'était, ça devait être, je dirais, peut-être mi-mai, quoi. Mi-mai, début juin. Je pense plutôt mi-mai. Un truc comme ça. Ça avait été assez rigolo d'ailleurs. En fait, je l'avais appris grâce à un courrier, parce qu'en fait, je savais que le CD-ROM avait été envoyé à l'Élysée. Donc au départ, j'avais posé la question au service de presse de l'Élysée. Et le service de presse de l'Élysée m'explique qu'effectivement, un peu plus d'un an auparavant, ils avaient bien reçu ce document et qu'ils l'avaient transmis au ministère de la Justice, qui était parfaitement logique. Qui leur avait donné? Ils l'avaient reçu. Si je le sais, mais peu importe. Toujours est-il que l'Élysée l'avait eu. Et qu'ils le reconnaissent d'ailleurs bien volontiers, mais qu'ils disent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ce qui est vrai.
l'Élysée n'est pas, enfin, je veux dire, on est sur, enfin, il y a la séparation des pouvoirs, enfin, sur un exécutif qui s'occupe pas, qui n'est pas censé aller mettre son nez dans les histoires de la justice. Donc, il l'envoie au ministère de la Justice pour que ce soit transmis, en fait, ce qu'ils nous ont demandé de faire, que ce soit transmis au parquet pour qu'on s'en occupe, quoi. En demandant d'ailleurs à être tenu au courant. Donc, c'est pour ça, j'appelle la chancellerie. Et je leur dis, non, mais dites donc, pourquoi vous nous avez demandé de Clément vous avez depuis plus d'1 an? Puis d'abord, vous en avez fait quoi? Pourquoi vous n'avez rien fait notamment avec ce CD-ROM? Pourquoi il n'y a eu aucune mesure d'investigation qui a été faite? Et vous nous demandez qu'est-ce que vous en avez fichu? Donc évidemment, le premier truc, on me dit, c'est pas vrai. Je dis, mais si, c'est vrai. Si. Donc je dis, mais si, vous l'avez bien reçu. Et puis c'est là, je leur dis, l'Élysée me le dit. Moi, j'ai un fax qui me le dit. Oui, vous voulez bien m'envoyer le fax? Je dis non, je vous envoie pas le fax que m'a envoyé l'Élysée, mais si vous continuez à me dire que l'Élysée vous a rien transmis, moi je vais rappeler l'Élysée puis je vais leur demander pourquoi ils me mentent. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Donc là, elle me dit non, oula, mais ne faites surtout pas ça. On va chercher encore. Je vois, bon, coup de bol, il le retrouve. Ouais, finalement, je reçois un fax finalement de la chancellerie, donc au Figaro, hein, qui m'explique que oui, effectivement, finalement, ils ont retrouvé des traces de ce document qui leur avait peut-être bien été transmis un peu 1 an avant, enfin voilà. Voilà. D'accord. Elisabeth Guigou, ça n'a pas empêché de demander aux journalistes ce qu'on remette le CD. Ouais, alors je comprends pas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, après, c'était 1 an avant, je sais même pas si elle était là, elle. Hein. Ça avait pas forcément été transmis au ministre. Hein. Ça pouvait avoir été transmis au ministre, au service du ministère. Bon, j'ose espérer qu'avant d'intervenir sur un plateau télé, peut-être elle se renseigne pour savoir ce qui s'est passé dans ce service. Enfin, je sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, je comprends. Déjà, au départ, je comprends même pas la demande initiale. Est-ce que c'était pour faire dire on va faire. Enfin, voilà. On expliquait qu'ils n'avaient rien fait parce je comprends même pas la demande initiale parce que vraiment, oui, normalement, la logique, c'était. Enfin, ça n'existe pas, ça, normalement. Enfin, c'est même pas comme s'ils ne savaient pas enfin, d'où ça venait, de quelle affaire ça venait, ou. Voilà, on avait expliqué d'où ça venait, d'où c'était. Enfin, que ça venait de Zandvoort, voilà, quelle enquête de la police hollandaise, chez quel pédophile, enfin. Il y avait juste, bon c'est peut-être un peu plus long, mais il y avait juste une voie, il y a une voie judiciaire qui était prévue pour ça. Et d'ailleurs, c'était même préoccupant parce que, à la limite, sur certains trucs, ils auraient trouvé, bon, ils auraient cherché quelque chose et ils auraient trouvé quelque chose. Bon, il se trouve que non, ça n'a rien fait du tout. Mais je me demande même dans quelle mesure la démarche n'aurait pas été entachée d'un vice de procédure. Enfin, je sais. Enfin, de toute façon, rien s'est passé de façon normale dans ce dossier du début à la fin, donc comme ça. Alors, dans le documentaire qui avait été réalisé par Serge Gard et Carte Zéro, ouais. Vous aviez été interviewé, et puis vous aviez rapporté, c'était dans le passage où il parle des sosies justement, vous donniez l'exemple d'un enfant dont la famille avait reconnu chez la SNE. La justice française avait dit que c'était pas lui, et puis vous étiez parti. Oui, alors ça c'était Björn Nischkamp. En fait, il y a un des enfants, effectivement, pour argumenter que c'était pas cet enfant-là, mais qu'un autre enfant qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Donc l'argument qui avait été donné avait été que cet enfant avait déjà été identifié dans le cadre de l'affaire Zandvoort et que c'était Björn Nischkamp. Björn Nischkamp, c'était une affaire assez connue, donc d'un snuff movie, d'un enfant, enfin voilà, qui avait déjà eu une issue judiciaire. Qui était mort dans un snuff movie, donc ça devait être une enquête, ça devait être, je sais plus si c'était, je me demande si c'était pas, le criminel devait être anglais, enfin ça devait être une enquête, peut-être une, je suis pas sûre, mais il y avait peut-être une compétence jointe entre l'Angleterre, c'est un peu vieux tout ça, hein, et la Hollande. Enfin, toujours est-il que donc, il y avait eu une issue judiciaire à ce dossier. Bon, déjà au passage, je vois pas pourquoi, en admettant que ça a été le cas, je vois pas pourquoi on croyait plus
que c'était un sosie du gamin français plutôt qu'un sosie de Björn Nischkamp. Mais enfin, il se trouve que finalement, en plus, le gosse ressemblait pas tant que ça à Björn Nischkamp. Et il se trouve surtout que je vais en Hollande. Donc moi après, donc là je suis toujours pour le Figaro, hein. Moi je retournerai après pour Canal, mais donc je pars en Hollande. Donc je rencontre notamment, enfin des gens, notamment une personne qui dirigeait l'enquête hollandaise. Et qui me dit que Björn Nischkamp qu'il n'y avait pas de photo de Björn Nischkamp dans l'affaire de Zandvoort, et qu'il n'y avait certainement pas de photo de Björn Nischkamp dans le fichier de 400 et quelques visages de la police hollandaise. Donc j'insiste, vous êtes sûr et tout. Et bien, écoutez, j'ai travaillé suffisamment longtemps sur ce dossier, enfin, je le connais sur le bout des doigts. Si je vous dis qu'il n'y a pas Björn Nischkamp, c'est qu'il n'y a pas Björn Nischkamp, c'est tout. Bon, donc voilà. Donc d'ailleurs après c'était pour ça, je lui dis, mais enfin bah oui, les Français, pourquoi ils disent ça? Et il me dit, je sais pas, il le pense peut-être, mais... Donc en fait, après, j'ai appris, alors toujours en lisant mes confrères, qu'apparemment, c'était la brigade des mineurs des policiers de la brigade des mineurs de Paris, et que c'est un collègue hollandais qui leur aurait dit ça dans un couloir. D'accord. Et que ça aurait... Pas de traces écrites, pas de papier. Bah non, la seule trace écrite, c'est le PV qu'a fait la police française. La police française. Parce que... un policier leur avait dit dans un couloir qu'il y avait Björn Nischkamp. Bon, en tout cas, la personne qui dirigeait n'était pas du tout d'accord avec ça. Il m'a affirmé que non. Mais ceci dit, on l'a publié, hein. On a publié, je veux dire, ça a été publié plusieurs fois. Je l'ai publié, je ne sais pas si je l'avais publié dans le Figaro. Par contre, c'est sûr que dans le livre de la honte, oui, et sur Canal aussi. Avec le policier hollandais qui dirigeait l'enquête à l'époque, qui explique non, il n'y a pas Björn Nischkamp, enfin je veux dire, c'est carré quoi. Et donc la mère de l'enfant a demandé une contre-expertise de la photo, puisqu'au départ on disait que l'expertise c'était de dire c'est pas lui puisque c'est quelqu'un d'autre. Et ça a été refusé, ils sont jamais revenus sur Björn Nischkamp. Ils ont donné une raison pour le refus? Non. Non, du coup, ils n'ont juste pas accepté d'aller plus avant, devant. Et du coup, d'ailleurs, ça c'était... j'avais vu donc, un des commissaires qui était parti en Hollande, donc qui avait ramené l'histoire, l'argument Björn Nischkamp. Je l'avais revu après, donc en septembre ou octobre, je ne me rappelle plus, après... Parce que en fait, on avait d'autres CD-ROM, là, c'était avec Canal, donc j'avais récupéré d'autres CD-ROM, toujours de l'affaire de Zandvoort, parce que le premier, il y avait que 8600 photos, mais en fait, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc en tout, il y avait peut-être, je sais pas, une petite vingtaine de CD-ROM, il y avait, je sais plus combien, 200, 300 000, enfin, il y avait beaucoup de trucs. D'ailleurs, les autres CD-ROM, les photos, il y en avait beaucoup qui étaient beaucoup plus récentes, ça se voyait. Je veux dire, ça se voyait à cause des meubles, ça se voyait à cause des ordinateurs. Parce que la qualité de l'image. La qualité de l'image, beaucoup de choses. Et donc, il y avait quelques photos plus récentes sur le premier. C'est vrai qu'il y avait pas mal de photos anciennes, même s'il n'y avait pas que ça, et que les photos anciennes n'étaient pas dénuées d'intérêt. Enfin, des photos des films, hein, mais sur il y en avait sur les autres. Il y en avait certains où on voyait que c'était des photos, qu'il y avait une large majorité de photos qui étaient beaucoup plus récentes. Et il y avait aussi beaucoup plus de photos de torture. De torture et d'actes de barbarie. Il y en avait qui n'étaient même pas sexuels, c'était que ça. Parce qu'il faut voir que dans ce commerce-là, il y a aussi... Il y a les pédocriminels qui échangent leurs photos, qui font leurs trucs entre eux, mais il y a aussi un commerce, il y en a, c'est juste pour le pognon, il y en a, au départ, ils sont même pas spécialement attirés par les enfants. On est vraiment sur des histoires de sous, quoi. Exactement comme les services d'escorte qu'il y avait aussi dans le dossier de Zandvoort, à la périphérie, c'était pas le CD-ROM, mais... et d'ailleurs, dans d'autres affaires, bon, je pense qu'on en parle dans le livre de la honte, ou donc avec les services d'escorte, où j'avais vu avec les tarifs. Où il y avait c'était des services d'escorte avec des enfants. Plus ils sont jeunes, plus ils sont chers. Et plus le pays est risqué, plus ils sont chers aussi.
C'est-à-dire que un petit, je sais pas à l'époque, un petit Thaïlandais ou un petit Africain coûte beaucoup moins cher qu'un Allemand, un Hollandais ou un Français. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai digressé sur. Ah oui, j'avais demandé si c'était pour Björn. Donc, donc du coup, j'avais encore été interrogée par la brigade des mineurs suite à, donc, à cet autre CD-ROM. Je voulais pas y aller parce que ça servait à rien. Enfin, et puis, bon, je pensais que là, tout ce qui allait les intéresser, c'était mes sources. Je voulais pas leur donner. Mais du coup, ils m'avaient demandé de venir pour leur dire. Il m'a demandé de venir pour que je signe, comme quoi je voulais pas donner mes sources. Bon, j'ai dit ok. Et donc je lui avais demandé, je lui avais dit mais qu'est-ce qui s'est passé en Hollande? J'ai dit alors commissaire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de Björn Wistrand? Qu'est-ce qui s'est passé en Hollande? Il m'avait répondu, c'est bizarre, il m'avait répondu, cette affaire a été instrumentée. Je sais même pas ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire on avait fait ce qu'il fallait? Enfin, j'ai pas trop compris le terme. D'ailleurs, il s'était passé à ce moment-là quand même un truc curieux parce que donc cette audition, j'ai passé beaucoup plus de temps à être interrogée dans les locaux, même si ça s'est pas produit souvent, de la brigade des mineurs que des pédophiles des dossiers, dont certains n'ont pas été du tout. Enfin, c'est encore autre chose. Et il m'avait demandé, alors ce deuxième CD-ROM avait été remis à la chancellerie, au directeur des affaires criminelles et des grâces de l'époque. Donc la chancellerie l'avait évidemment renvoyé, les affaires criminelles et les grâces, qui était donc c'était monsieur, le directeur à l'époque c'était monsieur Charpenel. Qui m'a fait quelqu'un de ce que j'en sais, qui est quelqu'un de très bien d'ailleurs, et donc avait fait ce qui du coup avait remis ça aux enquêteurs à des fins d'enquête. Et la brigade des mineurs de Paris me demande de regarder le CD-ROM qui leur a été remis, alors pas tout, hein, parce que il y avait beaucoup trop de photos. Mais pour que je leur confirme que c'était bien celui-là. J'avais été surprise, d'ailleurs je leur avais posé la question, je leur avais dit mais pourquoi est-ce que vous soupçonnez les affaires criminelles et les grâces d'avoir troqué le CD-ROM? Enfin je veux dire c'est absurde, je dis il vient directement de la chancellerie, ça vous a été remis par la chancellerie, donc pourquoi cette question? Ça avait éveillé à mon attention, j'avais pas trop compris, puis je lui avais dit, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est si ce CD-ROM ressemble a l'air d'être celui que les CD-ROM qu'on vous a remis, enfin qu'on a remis. Je peux pas vous dire que c'est exactement celui-là, parce qu'il est inutile de vous dire que 200 ou 300 000 photos, je les ai pas toutes regardées, et je les connais pas toutes par cœur. Donc je pourrais juste vous dire, voilà, je reconnais telle et telle photo, oui, ça a l'air d'être le bon. Bon, s'il y a des trucs qui ont été modifiés, je peux pas le savoir. Toujours est-il qu'ils ont voulu avoir ce PV. Et j'ai compris pourquoi quelques mois plus tard, quand il y a eu un communiqué, alors la chancellerie avait changé, je pense qu'on était après c'était la nouvelle garde des Sceaux, c'était Marie-Lise Lebranchu, qui d'ailleurs a eu la très bonne idée de sortir l'histoire des disparus de Lyon. Enfin c'est pareil qu'elle essayait de faire un truc, elle a quand même... elle a essayé de faire ce qu'il fallait avec les disparus de Lyon, mais toujours est-il qu'on lui avait dit et qu'elle avait communiqué là-dessus. Que l'autre CD-ROM en fait. Ah oui, parce que voilà, j'avais pas compris pourquoi une autre information judiciaire encore. Donc déjà j'apprends qu'ils ont ouvert encore une nouvelle information judiciaire, donc je comprends pas pourquoi ils se ressaucissonnent encore le dossier, puisque c'était la même affaire, il y avait la même origine, enfin je veux dire tout ça venait quand même de Zandvoort. Et en fait, il y a un non-lieu pour ce deuxième dossier qui est donné en un temps record. Et là, je repense aux questions que je m'étais posées avec la brigade des mineurs qui demandait qu'on valide que c'était bien le même dossier, parce que là, j'apprends. Donc, je pense que j'ai dû demander une explication au service de presse de la chancellerie, si je me rappelle bien, ou c'est une autre journaliste. Non, c'est une autre journaliste qui a demandé. Enfin, en tout cas, j'apprends qu'il y a eu un non-lieu dans cette deuxième affaire, alors là, à la vitesse du vent, parce que c'était
il n'y avait que 8000 et quelques photos et qu'à une ou deux photos près, c'était le même que le premier. Ce qui n'était absolument pas vrai. Je veux dire, ça n'avait rien à voir. Il y en avait beaucoup plus, c'était pas du tout les mêmes photos. C'est ce qui me fait dire que, ils ont dû paumer ceux qu'on l'a donné. Parce que quand ils ont ouvert une information judiciaire spécialement pour ceux qu'on leur a redonnés, ils n'y étaient pas, ils ont disparu. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Et qu'à la place, il y a eu un photo qui était quasi identique à celui du premier, sur lequel ils n'ont rien fait non plus. Enfin, bon, ils ont mis plus de temps à rien faire. Est-ce que vous avez souffert de représailles suite à vos travaux, par exemple professionnels Professionnel. ou des menaces extérieures? Professionnel. En ce qui concerne ces affaires-là, je peux pas. J'ai eu des contradictions, ça certainement. Il y a des gens, même en interne de temps en temps de médias, qui ont fait des pieds et des mains pour empêcher que mes dossiers sortent, que mes articles sortent. Mais, en général, j'avais un soutien qui faisait que ça sortait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il m'est arrivé, enfin je veux dire, ça passait, c'était imposé par la direction. Hein. Ça a pu, c'est arrivé. Voilà. Bon, après, de toute façon, en soi, donc voilà, c'était plus ça, mais bon, après, ça pouvait être des espèces de diffamation, enfin, des espèces des choses, en fait, qui étaient dites comme ça, parce que comme je suis indépendante, moi, depuis tout le temps, en fait, je suis fragilisée. J'ai une forme de précarité, enfin, voilà. Et c'est vrai, par contre, qu'il y a eu des calomnies, enfin, je veux dire, il y a eu des trucs complètement idiots, des bruits totalement absurdes qui ont circulé sur mon compte. Je me souviens d'un notamment. Quelqu'un avait trouvé qu'il y avait un Beneux dans l'affaire du trou. Un policier qui s'appelait Beneux. Ce qui est possible, j'ai des origines belges, donc Beneux en France c'est rare, je suppose qu'en Belgique ça allait peut-être moins. Et que donc c'était un policier qui n'était pas bien du tout, qui avait fait du très mauvais travail, enfin c'était un policier qui n'avait pas bonne réputation dans l'affaire du trou. Et que en fait, quand j'allais et que cet homme-là était mon oncle. Et que quand j'allais en Belgique, en fait, c'était pas du tout pour enquêter, pour travailler sur ces dossiers-là, sur les réseaux pédophiles, c'était pour informer mon oncle. Et que, en fait, j'étais une taupe des réseaux pédophiles qui faisaient semblant d'être contre pour, en fait, obtenir des informations et un truc comme ça. Bon, j'avais été un peu surprise. D'abord parce que, ma foi, un oncle, j'en ai qu'un. Enfin, du côté qui est du côté de mon père, puisque Beneux, ça pouvait pas être du côté de ma mère. Hein. Mon pauvre, non, j'en ai qu'un. Le pauvre, il n'était pas gendarme, il a fait toute sa carrière à La Chelle, il habitait en France, et je ne me connais pas de famille aujourd'hui en Belgique. Donc, mon pauvre tonton, il aurait été bien surpris d'apprendre que c'était un suppôt des pédophiles et qu'il travaillait pour la police ou la gendarmerie belge. Voilà, il y a eu il y a eu quelques trucs, voilà, il y a eu des bruits comme ça, des calomnies qui ont circulé, qui avec d'ailleurs même des fois ont un certain nombre de victimes ou qui pendant un moment, parce qu'à force d'en prendre plein la tête, ils deviennent parano, qui d'un seul coup devenaient très suspicieux, ou même qui des fois devenaient agressifs et qui en général qui se sont soldés d'ailleurs en général par une lettre ou un coup de fil d'excuse 2 ou 3 ans plus tard. Ça se passait plutôt, voilà, c'était plutôt à ce niveau-là. En fait, j'ai été calomniée dans certaines rédactions et j'ai des fois fait l'objet de calomnies qui étaient de nature à éveiller la suspicion ou qui avaient pour but de m'évincer voilà, où on me prêtait des paroles que j'avais pas eues, quand c'était pas, si j'étais pas un suppôt des pédocriminels, j'étais une méchante collègue à qui on prêtait, qui ont prêté des propos qu'elle avait pas eus. Enfin, ça a été plutôt là, dans des dossiers spécifiques. Mais là, c'était plus dans des dossiers spécifiques, parce que éventuellement. Il y a des choses, on vous les dit pour la première fois. Donc vous vous retrouvez en fait avec une forme de statut de témoin. Et où d'ailleurs, moi il y a des trucs sur lesquels j'ai même pas écrit.
parce que c'était des enquêtes en cours, je ne voulais pas les polluer. Mais de fait, et vous êtes citoyenne aussi, enfin, donc du coup, de fait, vous pouvez être auditionné ou simplement parce que, en fait, vous devenez un élément d'enquête. Par rapport à un ensemble, quand on cherche à établir un ensemble, ne serait-ce qu'un ensemble, un faisceau, pour établir la crédibilité, par exemple, d'une victime ou quelque chose comme ça. Là, oui, là, dans certains dossiers, là, j'ai été embêtée. Enfin, j'ai carrément dû déménager. Mais pour quelle raison? Parce que, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de donner vos sources. Non, non, j'ai pas été embêtée par les institutions, là. D'accord, par d'autres personnes. Ah ouais, là, c'était pas du tout, c'était pas les institutions. C'était... bon, je parle même pas des menaces de mort parce que... enfin, en général, on se dit... Enfin, je pensais déjà à l'époque, et je le pense toujours, c'est que si on vous menace, c'est qu'on estime soit que le mal est fait, ou en tout cas que vous n'êtes pas assez dangereux et qu'on veut juste vous dissuader de le devenir. Si vraiment on veut vous tuer, on vous prévient pas et ça vous tombe sur la gueule sans que vous ayez rien vu venir, à mon avis. Je veux dire, voilà. La menace n'est pas prudente dans ces cas-là. Et mais quand il commence à s'agir de la famille, ça devient autre chose. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous avez, au-delà de la menace orale, vous avez remarqué peut-être une Le fois. truc, et puis surtout, on n'a pas menacé que moi. Voilà, les gens d'autres familles. Donc là, bon, il y a des risques, on les prend pour soi, on les prend pas pour les autres. Ouais, d'accord. Et du coup, ma dernière question, vous travaillez encore sur ces sujets, vous les évitez? Non, ben non, bien sûr que je travaille encore sur ces sujets. Bah, j'ai écrit d'ailleurs, j'ai un bouquin qui est sorti sur le droit des femmes et des enfants en 2017. Ouais. C'est évidemment, je ne travaille pas que sur ces sujets. En ce moment, je suis sur un bouquin. Pour répondre à la question de tout à l'heure, je suis sur un bouquin qui n'a rigoureusement, enfin, qui a à voir avec le monde judiciaire, mais qui n'a rigoureusement rien à voir avec la criminalité organisée qui s'en prend aux enfants, les réseaux pédophiles, même les agressions sexuelles ou tout. Voilà, ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais évidemment, évidemment. De temps en temps, de toute façon, j'ai publié beaucoup de choses dans plein de domaines en ce qui concerne la protection de l'enfance. Bon, ça sert à rien de le répéter tous les 15 jours. Déjà, on ne vous donne pas de la place tous les 15 jours, déjà. Ça reste quand même un sujet, les gens sont quand même extrêmement frileux. Les rédactions le savent. C'est pas forcément ce qui fait vendre, enfin, ça compte. Et puis, c'est des emmerdes potentielles, déjà. C'est des sujets qui sont techniques, c'est des sujets qui sont difficiles, et en plus, c'est des sujets notamment les lecteurs, n'ont pas forcément réellement envie de lire. Donc, il y a quand même, il y a ce courage, il y a quand même des journaux qui reviennent de façon un peu récurrente, mais on ne peut pas le faire trop souvent, parce que... Et ce qui c'est d'ailleurs, je pense que ça explique aussi en partie le fait que la situation évolue extrêmement peu. Hein. C'est le livre de la honte aujourd'hui, ça me rend folle parce que on le trouve, il est vendu très souvent à des prix absolument prohibitifs d'occasion. Ce qui m'énerve beaucoup. Ce bouquin, c'est très difficile de le trouver à moins de 50 €, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus cher que quand il est sorti. Mais je l'ai déjà vu à 250 €. Quand on le trouve à... Si par chance il est publié entre 12 et 15 €, il faut sauter dessus. Enfin, je veux dire, 48 heures plus tard, il n'y est plus. Et donc, ce qui moi, m'irrite beaucoup, parce que c'est quand même, je veux dire, un livre, c'est pas... Enfin, je sais que, a priori, les gens qui sont prêts à mettre une somme comme ça dans ce livre, c'est qu'ils sont concernés. Ça m'énerve, j'aime pas. J'aime pas du tout que... Voilà. Alors c'est vrai qu'on le trouve en bibliothèque, mais donc déjà, et j'avais déjà réfléchi, bon après c'est compliqué, puis on est deux, puis tout ça, mais on m'a déjà dit, mais pourquoi pas une réédition, bon bah aussi peut-être parce qu'il est ancien, mais une fois, je me suis déjà dit, mais en fait, honnêtement, je pense que dans une hypothèse de réédition, si on le rallonge pas, je veux dire, c'est-à-dire si on met pas d'autres affaires qui sont sorties depuis, hein, puisque c'était il y a presque 20 ans maintenant, donc il s'est passé des choses depuis. Mais je veux dire en termes simplement d'affaires, quoi. Mais juste la mise à jour, allez, je pense que j'en aurai pour une demi-journée de travail, une journée à tout péter. Il y a extrêmement peu de choses qui ont bougé. Extrêmement peu. Et les victimes sont toujours aussi maltraitées.
Un enfant qui est victime de viol a toujours, ou un adulte d'ailleurs, mais c'est encore pire pour les enfants, a toujours aussi peu de chances d'obtenir justice. Si c'est dans le cadre d'une organisation, c'est encore pire. La quasi-totalité des coups de filet au niveau organisation qui sont faits en France, c'est parce que c'est des enquêtes qui sont initiées à l'étranger qui arrivent en France. Et encore, il va y avoir 80, il va y avoir 100, 200 Français qui vont être mis en cause. Il y en a 12 qui vont faire le, enfin, qui vont être 12, allez, 20 à tout casser, qui éventuellement vont être mis en garde à vue, même éventuellement vont être jugés. Et ça va souvent être pour des histoires de détention de documents. Ils vont prendre du sursis, ils vont se prendre 4 mois ou 6 mois avec sursis, et c'est tout. Et je pense qu'une des grosses raisons de l'immobilisme, c'est qu'il y a une indifférence de fait. C'est-à-dire que si on va en parler et tout ça, là, tout le monde est absolument horrifié. Mon Dieu, quelle horreur! Et tout le monde s'indigne et tout le monde... voilà. Et il faudrait faire ci, et les monstres, et etc. Et vas-y que je vais te rétablir la peine de mort ou je sais pas quoi, ce qui servira à rien. Mais enfin, voilà. Voilà, il y a une grosse indignation. Mais, c'est comme ça, c'est quand ça sort, c'est ponctuel. Il va y avoir une affaire dont on va sortir, parce que pour X raison, elle va sortir et qu'on va en parler, qu'elle va faire une petite une pendant 2 jours, une petite semaine, ou au détour d'un procès, ou un truc comme ça. Mais sinon, en fait, il y a une très grande frilosité à s'informer. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a encore cette idée quelque part que ça ne peut arriver qu'aux autres. Moi, je m'interroge, parce qu'il y a quand même, il doit y avoir, 2 couples sur 3 en France qui sont quand même parents. Et donc, je suppose que la protection des enfants les intéresse, que le fait de savoir qu'il y a quand même des prédateurs qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut le penser, qui peuvent sévir dans une quasi-impunité. Voilà, même s'il faut parler que de ses propres enfants, en admettant qu'on n'en a rien à fiche des enfants des autres, et quand même merde, quoi. Parce qu'il y a aussi des enfants étrangers, et je ne pense pas que les gens en aient rien à fiche des affaires des autres. Il y a une image de famine, il y a des millions qui partent. Donc en plus, c'est même pas un manque d'intérêt pour l'autre, de générosité, je sais pas. Mais il y a par contre un manque d'intérêt actif, ou même s'il y a un truc qui passe à la télé, faire l'effort intellectuel d'aller regarder ça plutôt que mimimati, qui n'est pas fait, qui fait qu'on reste avec une espèce, en même temps peut-être d'impression, d'indifférence un peu du citoyen, qui fait, et dans ces cas-là, les choses n'évoluent pas. Parce qu'il y a des tas de trucs, il faut bien voir, tant qu'il n'y a pas une exigence forte de l'opinion publique du citoyen, il faut bien voir que les politiques, avec le peu de moyens qu'il leur reste, ceci dit, ne font rien. Ils répondent d'abord à des espèces d'urgence. Voilà, bon là, à l'époque d'Isabelle Guigou, sinon ils faisaient de la communication. Je veux dire, il faut une exigence. En plus, ça coûte des sous. En fait, les gosses, personne n'en a rien à foutre. En plus, ils votent même pas. Alors, voilà. Donc, il faut voir que pour que ce genre de situation évolue, et on parle quand même de danger de sécurité majeur pour que ce soit le citoyen ou sa famille, enfin je veux dire, c'est très grave. Et ben, pour que ça évolue, qu'on mette les petits plats dans les grands, et que des mesures soient prises, il faut bien voir que non seulement il faut qu'il y ait un signe d'intérêt très important des gens, mais que par-dessus le marché, il faut un signe d'intérêt qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut une exigence qui soit extrêmement obstinée, et qu'il y a un moment, ils se disent, bon là, si on ne fait pas quelque chose, on va sauter, enfin ça va vraiment pas aller, ou on va pas être élu, ou je sais pas quoi, pour qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, même on voit quand on avait vu l'affaire du trou, il y avait eu, et encore, ça n'avait pas suffi, mais c'était un peu une autre époque. Mais il y avait eu un petit mouvement en Belgique, mais parce qu'il y avait eu la marche blanche, que c'était 200 000 personnes dans la rue. C'était sur un pays de 6 millions d'habitants. Voilà, qu'avec les comités blancs, et encore, il y a des polémiques sans fin qui sont sorties, on a mis ça sur le registre de la foi, les croyants, les pas croyants, alors qu'il y avait des tas d'éléments concrets et tangibles. Enfin, c'est difficile, quoi.
c'est très difficile d'obtenir une justice qui fonctionne. Déjà, qui fonctionne. Alors déjà, en plus en France, je veux dire, avec l'argent qu'on y prête à y dépenser, voilà. Mais il faut vraiment une exigence. Alors, je ne sais pas si ça il reste sinon, ou est-ce qu'il y a encore une sous-estimation du phénomène, une sous-estimation du risque. Enfin, je ne sais pas exactement, mais force est de constater que, il y a encore, enfin, quand l'information sur ces sujets garde un public qui est extrêmement restreint, quoi. Moi, il y a des fois, ça m'a fait, oui, ou alors, vous avez fait de l'argent sur le malheur des gens. Pardon, mais on n'écrit pas ce genre de bouquin pour devenir riche, je peux vous le dire, hein. Parce que on gagne beaucoup plus d'argent en étant chroniqueuse de mode chez Marie-Claire ou en écrivant sur des... enfin voilà, je veux dire, si on veut être sûr de travailler à peu près pour rien, on écrit des bouquins là-dessus, ça marche très bien. Et c'est vrai à peu près pour tout. Donc, de toute manière, je reviens à ce que je disais, on peut pas non plus, de toute façon, c'est pas possible de revenir à la charge trop souvent, ça sert à rien. Ça sert à rien, et même, je vous dis, et en plus, on n'aura pas de place. Ça va être difficile d'obtenir de la place à une... bon là, en 2017 même, le livre a été sur l'intolérable indifférence sur le droit des femmes et des enfants. Là, c'est Michalon qui me l'a demandé, c'était très courageux de sa part, mais ça faisait longtemps. Voilà, mais personne, enfin je veux dire, en plus aussi sur peut-être un témoignage, mais sur un sujet, un livre qui fait un panorama aussi vaste que celui-là, on va pas, je pense qu'on ne me donnera pas de la place avant un petit moment, quoi. De toute manière, mais bien sûr que si je continue parce que, enfin, il y a un moment on est plus ou moins obligé. En fait, ça devient un peu obligatoire pour plusieurs raisons. Bon, mis à part le fait que, bon, après il y a une espèce bon, déjà, j'ai rencontré trop de, je veux dire, j'ai rencontré trop de victimes, enfin trop d'associations, enfin, il y a un moment, on peut pas les laisser tomber entre guillemets, mais au-delà de ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, on apprend des choses qui vous donnent, et ça vous donne une forme de responsabilité. En fait, les relais, ils se bousculent pas à la porte. Je veux dire, moi, quand un jeune, un plus jeune, me demande un coup de main pour travailler là-dessus, je dis toujours oui, tout le temps. Mais il y a une forme de responsabilité parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui est technique, en fait. Voilà, c'est compliqué, c'est sensible. On n'imagine pas ce qui se passe. Et il y a un moment où, en fait, je sais trop de choses pour pouvoir m'arrêter. Je ne sais pas si... voilà. Voilà, j'ai dû... Il doit y avoir 90% de ce que je sais que j'ai même pas pu publier encore, pour des tas de raisons. Et ça vient tout le temps, plus la façon dont ça se passe, etc. Maintenant, il y a plein de dossiers. Je lis 2 décisions de justice, je vous raconte toute la suite. Je peux vous dire comment ça va se passer. Donc, je savais déjà, je savais qu'Outreau serait un gros bazar avant que ce soit un gros bazar. Parce que, voilà, j'avais repéré, j'avais vu quel type d'organisation c'était, je m'en rappelle très bien. C'était au début, parce qu'au début où l'affaire d'Outreau, avant le procès, hein, je vous parle à peu près un an et demi avant le procès des assises, en fait, on en avait beaucoup parlé. Il y avait des chaînes de télé qui étaient parties en Belgique à l'époque. Et en fait, j'étais partie 2 ou 3 semaines à Outreau pour Paris Match. C'est Paris Match qui m'y envoie pour voir un peu ce qui se passe, puisque tout le monde suivait cette affaire. Et donc, j'avais interrogé, donc j'avais interviewé, j'avais récupéré plein de documents, des témoignages, plein de choses. J'avais vu de quoi il s'agissait. J'avais vu aussi qu'il y avait des affaires qui étaient extrêmement similaires, dont d'ailleurs certains protagonistes habitaient la Cité des Oiseaux, qui avaient été jugés éventuellement avec des condamnations. Le parquet disait qu'elles n'avaient rien à voir. T'as raison, elles n'avaient rien à voir, c'était les mêmes faits. Il y avait aussi des sex shops. Il y en avait un qui était mis en examen dans cette affaire, qui était témoin assisté dans l'autre. Enfin bref, et il y avait une communauté des géographiques. Mais enfin, à part ça, ça n'avait rien à voir. Toujours est-il que quand j'avais été,
Et donc l'ambiance était complètement différente à l'époque. Il y a des gens, moi je me rappelle de parents qui avaient été accusés, enfin qui disaient oui, bah oui, mon fils effectivement il a fait des bêtises après, quelques années plus tard tout le monde était innocent. Mais qui à l'époque, bon, c'était pas la même ambiance, qui disait bah oui, il n'a pas eu une vie facile, mais voilà. C'était. Et je me rappelle parfaitement, j'étais revenue, j'avais allé à la rédaction, je leur avais dit cette affaire va être plantée. Je ne sais pas comment elle va être plantée, mais elle va être plantée. J'en avais parlé à j'ai une très bonne copine qui travaille à un JT, JT de la télévision française, pareil. Je lui avais dit, j'étais revenue, je lui avais dit, tu vas voir ce que je te dis. Il va y avoir un gros lézard dans cette affaire, mais elle va pas filer droit. Et effectivement, donc après, donc tout le monde après est tombé. Il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette espèce de procès où d'un seul coup, Myriam Badawi revient sur ce qu'elle a dit. Et allez savoir pourquoi on la croit quand elle revient sur ce qu'elle a dit, alors que, finalement, on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'elle mentait. Est-ce qu'elle mentait quand elle accusait ou est-ce qu'elle mentait quand elle disait que c'était pas vrai? Je sais pas. Ça paraît acquis. Il y avait d'ailleurs, là, à partir de là, le bazar commence. Ça devient une espèce de procès par médias interposés. Enfin, il y a une pollution médiatique absolument majeure. Je me dis que je ne vais pas écrire, compte tenu d'ailleurs, je me dis que je ne vais même pas écrire, enfin ça ne servait à rien d'écrire à l'époque parce que la pollution médiatique était beaucoup trop importante. Et d'ailleurs, il y avait une association qui était partie civile, donc qui était présidée, c'était les services d'action contre le proxénétisme, puisqu'il y avait aussi les enfants aussi étaient prostitués, éventuellement dans ce dossier, je me rappelle très bien, donc le président Cochard, donc le président de cette association, c'était le président Cochard, donc qui était un haut magistrat qui avait été directeur général de la gendarmerie et qui était un ancien président de la Cour de cassation. Donc je l'avais appelé absolument désolé en disant, en lui disant, donc Monsieur Cochard, on s'entendait bien. Hein. Donc en lui disant, Monsieur Cochard, vous avez vu ce qui se passe à Outreau et tout ça. Et il m'avait dit, oui, je sais, il m'avait dit, je me suis déconstitué partie civile. Je lui ai dit, j'ai retiré ma constitution de partie civile parce que c'est n'importe quoi. J'ai appelé la présidente ou le président, je sais plus, des assises, du tribunal. Je me suis déconstitué parce que, voilà, parce que là, ça commence à prendre une tournure, il se passe n'importe quoi. Et il m'avait dit, vous savez, mon petit, il y a deux types d'erreurs judiciaires. Il y a l'erreur judiciaire où un innocent est décrété coupable, et il y a l'erreur judiciaire où un coupable est décidé est déclaré, voilà, est déclaré innocent. Eh ben on est dans le deuxième cas. Et voilà, et après il s'est passé, donc il y en a eu, au départ, il y en a eu 6, je crois, du coup, qui finalement ont été acquittés aux assises en premier recours. Tous les autres, donc il y a eu... Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas rien dans un dossier, hein, pour être condamné même en première instance aux premières assises à Outreau, après le merdier qu'il y avait eu, j'aime autant vous annoncer qu'il n'y avait pas que la parole des enfants. Hein. Mais bref, je me rappelle, j'avais été à l'hôpital, les gosses avaient des diarrhées sanglantes et tout ça. Le jugement avait reconnu qu'ils avaient bien subi quelque chose. Oui, alors, non mais bien sûr, il y a quand même eu une grosse douzaine d'enfants qui ont été reconnus victimes. Mais déjà, au départ, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc déjà, ça veut dire que ça avait été... Mais c'est surtout que ça a été complètement oublié. C'est-à-dire que après, donc, il y a eu le procès d'appel les assises à Paris, où je veux dire, on entendait, c'est pas compliqué, même vous entendiez, vous regardiez la télé, ils allaient se faire innocenter. Avant le procès, ils allaient au procès pour enfin se faire innocenter et obtenir justice. C'était incroyable ce qui se passait. Je veux dire, c'est quand même le procureur, il y a quand même le procureur a quand même fait des excuses alors que les jurys étaient encore en train de délibérer. Enfin, voilà. Donc, au bout du compte, on s'est retrouvés avec les 4 là, donc qui ont été condamnés. Tous les autres ont fini d'être acquittés. Et oui, effectivement, il y avait bien des enfants qui ont été reconnus
qui ont été reconnues victimes, mais on les a complètement oubliées. C'est-à-dire que, pardon, mais quand, en fait, si on parlait des victimes d'Outreau, c'était les adultes. C'était pas les enfants. Les victimes d'Outreau, c'était les pauvres adultes qui éventuellement avaient fait de la prison, mais pas tous. Le grand méchant, le juge d'instruction. Voilà, le juge d'instruction, tout le monde, il fallait un bouc émissaire. Tout le monde est tombé sur ce pauvre Burgot qui a peut-être été un peu sec, mais enfin, ce serait pas le premier. Je veux dire, au passage, en oubliant que c'est pas lui qui les a renvoyés aux assises, parce qu'en fait, lui, au bout d'1 an, il a été dessaisi, hein, il a été muté au parquet, il a été au parquet de l'antiterrorisme à Paris. Donc c'était quand même enfin, une espèce de promotion. Il a été remplacé. Donc il a été remplacé par une autre juge d'instruction. À partir de là, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus eu date. Et d'ailleurs, je crois que lui, d'ailleurs, dans les actes, il y avait des, je sais qu'il avait, il y avait des analyses de disques durs ou tout ça qu'il avait demandé qu'on lui avait refusé parce que ça coûtait trop cher. Bon, ça, faut pas croire que c'est exceptionnel, ça l'est pas. Hein. Mais en plus, c'est même pas lui qui a renvoyé les prévenus aux assises. C'est même pas lui qui a signé le renvoi d'assises. Et pas plus d'ailleurs, pas plus que c'est, enfin, je veux dire, il n'avait pas enfin, faut bien voir qu'un juge d'instruction n'a pas le pouvoir de maintenir en détention préventive quelqu'un pendant 200 ans. Hein. C'est après, je veux dire, on peut se dire, c'est le juge des libertés. Après, ça sort. Enfin, il y a des protections quand même. Enfin, voilà, on garde pas quelqu'un en prison comme ça. Surtout quelqu'un qui est présumé innocent, surtout quelqu'un qui n'a pas été jugé. Mais enfin, bref. Donc voilà. Donc ça a été voilà. C'était Burgot qui est devenu le pauvre, qui est devenu la bête à abattre. Voilà, la chambre, d'ailleurs, qui a d'ailleurs été pas mal défendue par ses collègues, parce que quand la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a été saisie, enfin, je veux dire, les juges disaient quand même qu'il avait fait un travail qui était plutôt dans les clous par rapport à ce qui se fait, enfin, que voilà, quoi, qu'il n'avait pas fait du mauvais boulot. Et du coup, d'ailleurs, la sanction a été extrêmement minime. Mais c'est surtout les victimes. En fait, les victimes, c'était plus les enfants. On a complètement oublié qu'il y avait des enfants victimes. D'ailleurs, on se sert d'Outreau encore comme d'un épouvantail. Attention, ça a été tellement... bon, en oubliant... puis il y a le nombre de gamins qui sont restés sur le carreau. Je veux dire, des gamins qui se sont quand même en plus obstinés à se battre. Ils ont fini, ils ont réussi, ils ont quand même renvoyé encore quelqu'un aux assises plus de 10 ans plus tard. Enfin, je veux dire, il y avait quand même de l'obstination, quoi. Au lieu de dire, je sais pas, bon, ils disaient peut-être pas que des conneries, ces gosses, dont on reconnaissait qu'ils avaient de toute façon subi des choses, et été violés, et torturés, etc. C'était plus eux, c'était plus les... Et d'ailleurs, moi, ça m'a... Alors, après la deuxième salve d'acquittement, donc il y a eu les indemnités, tout le monde a touché 100 000 euros. Déjà, il y a eu un chèque qui a été fait pour les gens qui ont été relâchés. Alors, je ne dis pas, attendez, je dis pas que c'est pas tragique de passer 3 ans en prison si vous n'avez rien fait. Hein. Enfin, il y en avait qui n'avaient pas, dans les 300 000 euros, tout le monde les a touchés, même ceux qui n'avaient pas fait de la prison. Bon, donc... On peut prendre des gens... et après, il y a eu des indemnisations qui sont montées, qui ont été certaines indemnisations sont montées à 400 000 euros. Enfin, près de 500 000 euros. Enfin, je veux dire qu'il y a eu des indemnisations qui étaient extrêmement importantes. Alors que je crois que le gosse le mieux indemnisé pour avoir été violé, torturé, enfin toute son enfance, c'était 30 000 euros. Et les moins indemnisés des gamins, c'était 15 000. C'est dire si on a renversé complètement qui était victime et je sais pas quoi. Il y en avait dans le tas quand même. Il y en avait qui avaient, enfin ils avaient fait de la préventive, mais enfin ils avaient avoué. Il y en a un, il s'est suicidé en prison. Alors ça a été la victime ultime d'Outreau. Le pauvre, il s'est suicidé en prison. Pardon, mais c'est pas forcément les innocents qui se suicident en prison. Hein. Je veux dire, la perspective de passer de nombreuses années en prison, ça peut saper le moral à pas mal de gens. La dernière affaire, Jonathan, comment il s'appelle, qui a tué sa femme? Comment? Jonathan Duval. Jonathan Duval a quand même montré qu'on peut beaucoup pleurer, y compris à la télévision,
et que c'est pas un signe d'innocence pour autant. Je dis, il y a des gens, la perspective de passer en prison, mais ça les fait pas rigoler. C'est pas un signe d'innocence, ça, du tout. Mais enfin bon, ça toujours est-il, en tout cas toujours est-il que même si c'est pas marrant, et même quand on est innocent, enfin, je veux dire, ces enfants sont détruits, ils ont juste touché 10 fois moins, oui, ne serait-ce qu'au niveau de l'indemnisation. Bon, et il y en avait quand même, donc puisqu'ils ont été acquittés, c'est qu'ils sont innocents. Mais enfin, je pense notamment à un couple d'innocents qui a touché 435 000 euros, qui était donc innocent pour ou trop, mais qui s'est quand même retrouvé après condamné pour des violences aggravées sur leurs enfants. Donc bon, enfin en tout cas c'était pas des parents modèles. Hein. Ils étaient aussi poursuivis pour corruption de mineurs. C'est vrai que dès que c'est sexuel, d'un ou trop. Donc ils n'ont pas été condamnés pour ça. Bon, apparemment, on savait que ils faisaient des trucs sexuels et qu'ils regardaient des trucs, enfin des machins pornographiques devant leurs gamins. Mais enfin, on a estimé qu'il n'y avait pas corruption de mineurs. Ok, mais bon. Que après, il y en a un qui s'est retrouvé mis en examen parce que quand sa fille est devenue majeure, parce qu'elle l'a accusé de viol. Il était innocent pour ce tout trop, mais bon, on va voir ce qui se passe pour. En tout cas, après, D'ailleurs, il y en avait un autre, un innocent d'Outreau qui avait été condamné en première instance, d'ailleurs, qu'il n'a jamais revu pour le viol de son fils. Peut-être pour son fils, mais pas pour les autres. Donc, aussi innocent, puisqu'il a été. Il a été relaxé, enfin pas relaxé, il a été acquitté aux assises. Donc, voilà. En tout cas, on a des innocents. Y compris qui même s'ils étaient innocents pour ça en tout cas, qui sont pas forcément des gens méga top, qui ont touché plus de 10 fois plus que ce qu'ont touché les enfants. Voilà, les victimes, c'était plus les enfants tout trop, c'est plus les gosses. Ceci dit, enfin, les dysfonctionnements, enfin en matière de tout ce qui est agression sexuelle. De toute façon, ça c'est pas spécifique à la France. Hein, c'est-à-dire que, en gros, on reste encore dans une société où, qu'on le veuille ou non, on est plus ou moins sur la loi des plus forts. Donc c'est les hommes d'abord, les femmes après, et les enfants à la fin. Et c'est comme ça. Et si je veux dire, si l'intérêt des hommes, il y a un intérêt des hommes qui est en jeu, est supérieur à celui des femmes en général, ce sera eux qui seront privilégiés. Et si l'intérêt des adultes est face à l'intérêt des enfants, c'est toujours l'intérêt des adultes qui sera privilégié. Et c'est comme ça, presque partout, quoi. On parle d'autant plus à longueur de l'intérêt supérieur de l'enfant que on l'applique pas. Ce que je disais, quand on veut faire, on fait, on cause pas. Là, voilà. On l'applique pas. Ça se voit à plein de niveaux. Par exemple, dans les histoires de pédophilie à l'école. Il y a quand même encore pas mal de juges qui décidaient, qui disaient, bon bah, compte tenu de sa profession, par exemple, ça va pas être inscrit au casier parce que sinon ce serait une double peine. C'est-à-dire que, quand on y pense, la sécurité et un principe de précaution vis-à-vis des enfants vient derrière la carrière d'un fonctionnaire. En Angleterre, pour le coup, en Angleterre, c'est pas ça. Je peux vous dire qu'en Angleterre, il y a une loi où vous avez... donc, quand vous devez vous occuper d'enfants, vous devez faire... Il y a des déclarations, il y a des tas de conditions qui peuvent exclure, mais vous n'avez pas intérêt à mentir. Hein. Vous avez eu un quelconque soupçon de pédophilie, vous n'irez pas travailler dans une crèche en Angleterre et vous risquez pas d'être enseignant. Mais en France, puis ça va pas changer. Hein. Enfin, ça c'est pareil, je vous disais, vous voyez l'indifférence. Dans le dernier bouquin, j'ai écrit tout, il y a tout un chapitre qui explique pourquoi on va continuer à avoir des pédophiles à l'école. Pourquoi les dispositions qui ont été prises sont quasiment, il y a un tout petit mieux, mais très largement inefficaces. Et ben, ça a fait quoi? Ça fait rien du tout. Mais incroyablement rien du tout. Je veux dire, moi j'ai même pas vu de réaction forte, ne serait-ce que des associations de parents d'élèves. Et pourtant, c'est des cas, il y en a
en fait, il y en a, je veux dire, il y en a plein, quoi. Et et on va aussi continuer, dans une très large mesure, à moins de ne pas pouvoir faire autrement, à privilégier la carrière des enseignants au profit. Et pardon, mais même quand il y a des choses où, même s'il n'y a pas encore de condamnation, présomption d'innocence ou pas, déjà normalement, on n'envoie plus la personne au travail. Et dans certains cas où l'établissement de la preuve est quand même difficile, bon bah, on ne le laisse pas en contact, on le laisse pas en contact avec les enfants. Il n'y a pas de condamnation, ou il y a des fois où effectivement, bon ben, je veux dire, s'il commence à y avoir des éléments un peu concrets, parfait, vous voyez, un peu sérieux, quoi. Mais c'est pas juste quelqu'un qui dit juste une parole comme ça, mais s'il commence à ou des faisceaux, ou voilà, ou c'est pas la première plainte, enfin, il y a un moment où je suis désolée, ou alors par exemple c'est prescrit. Un principe de précaution devrait s'appliquer pour la protection des gamins. Jamais de la vie. Non, jamais de la vie. C'est même le contraire qui se passe. Il y a des tas de trucs, en fait, ça va pas être, ça va continuer à. Il y a des tas de qui vont. Je veux dire, on va pas prévenir l'éducation nationale tout de suite, ça va pas être inscrit tout de suite, ou alors il y avait un cas, c'était le contraire. C'est je veux dire, le mec, il sortait de prison, donc il avait été condamné en Angleterre, puisque là, s'il avait agressé des agressions sexuelles sur mineurs en Angleterre. Putain, il revient en France, il y a eu une commission, donc avec le rectorat, il y a eu une commission pour savoir si on allait l'autoriser à redevenir enseignant en France, et bien la réponse a été oui. Ah ben, au motif, oui, non mais les Anglais, de toute façon, ils exagèrent un petit peu avec ce truc-là, voilà, ils prennent ça un peu trop, voilà, un petit peu trop à cœur, ils sont trop précautionneux, est-ce qu'ils ont vraiment eu raison de le condamner? Non, mais on parle de l'Angleterre, hein, on parle pas je veux dire, en plus, on parle pas quand même d'un pays où, avec 200 €, vous achetez un juge. En tout cas, merci d'avoir répondu à Bah, la de rien. question.